Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre sont officiellement lancés. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce mardi 25 novembre au Centre international de conférence de Bamako. Depuis hier, les dirigeants africains et européens sont réunis en Angola pour le 7e sommet Afrique-Europe. Cette rencontre offre aux deux continents l'occasion de renforcer leurs relations commerciales, d'aborder les questions migratoires et de discuter des minéraux stratégiques. À moins d'un mois de la CAN 2025, une polémique éclate autour des droits de diffusion. Plusieurs chaînes publiques contestent la décision de la CAF de ne leur attribuer que 32 des 52 matchs et réclament un accès plus large. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. C'est parti pour les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Le lancement a eu lieu ce mardi 25 novembre au CICB. Jusqu'au 10 décembre 2025, les parties prenantes vont œuvrer sans relâche à prévenir et à fournir des services de prise en charge des cas de violences basées sur le genre en général et des violences faites aux femmes et aux filles en particulier. Djeneba Samaki. Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, le Mali se joint au monde pour mobiliser contre les violences basées sur les genres. Pour cette édition 2025, les regards se tournent vers les réseaux sociaux, des espaces devenus incontournables, mais souvent hostiles pour les femmes et les jeunes filles. À travers ces thèmes, les organisateurs espèrent que les réseaux sociaux deviennent des outils de promotion des femmes plutôt que des armes contre elles. Les violences en ligne réduisent au silence, isolent et fragilisent les femmes, limitent leur participation à la vie publique, ainsi que leur accès aux opportunités sociales, éducatives, économiques et politiques. Malgré des avancées importantes, une femme sur 3 dans le monde subit des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. En cette journée, le Mali dresse un bilan préoccupant. Plus de 7600 incidents de violences basées sur les genres ont été enregistrés en 2024. Ces chiffres, en nette augmentation par rapport à 2023, révèlent l'ampleur grandissante des violences contre les femmes et les filles dans les pays. Il s'agit de ne plus se taire parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent ces violences-là, et même les hommes aussi, les garçons, mais qui ne parlent pas. Il est temps aujourd'hui de parler, de dénoncer afin que les mesures idoines soient prises. Quand on est victime, on est une survivante, il y a toujours des centres qui sont là, il y a des oreilles attentives qui sont là pour écouter et puis également pour orienter. Face à ces constats alarmants, le gouvernement continue de mener des réformes politiques, institutionnelles et juridiques et de mobiliser des acteurs pour intensifier la communication sur la prévention et la réponse au VBG. Il s'agit entre autres de la politique nationale genre, du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre, la stratégie nationale holistique pour mettre fin au VBG d'ici 2030, la stratégie sectorielle pour la réinsertion socio-économique des personnes survivantes de VBG au Mali. J'invite toutes les parties prenantes à renforcer la communication pour une utilisation plus responsable des médias et réseaux sociaux protégeant les droits humains des femmes et des filles dans le plus grand respect des normes. Les chiffres indiqués sont un rappel brutal que la lutte contre les violences basées sur les genres reste un impératif national et oblige d'agir, de protéger, de prévenir, mais aussi de sensibiliser. En justice, le dossier du chroniqueur Youssouf Bathily de Rasbat a été présenté aujourd'hui 25 novembre à la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako. Accusé d'association de malfaiteurs et d'atteinte au crédit de l'État, il connaîtra son sort le 16 décembre prochain. Rasbat est détenu depuis mars 2023 après avoir été accusé de simulation d'infraction suite à des déclarations sur la mort de l'ancien Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga. Bien qu'il ait été relaxé de cette accusation, il est resté en prison pour les autres chefs d'accusation. Le parquet n'a pas demandé de peine de prison, laissant la décision au juge. Ses avocats, dont Maître Kassoum Tapo, ont demandé le non-lieu, arguant que la chambre d'accusation ne peut que constater qu'il n'y a pas à instruire. Pour Rokia Doumbia, connue sous le nom de Rose Vichère, elle aussi connaîtra son verdict le 16 décembre également.
À noter que ces audiences ont eu lieu à huis clos. Ni Rasbat ni Rose Vicher n'étaient présents. Donc, ce sont leurs avocats qui ont pu plaider. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, un accord verbal a été trouvé entre l'État et la compagnie aurifère Barrick Gold autour du complexe de Loulo-Goungoto. Cet accord a été officialisé, mettant un terme aux différends qui opposaient les deux parties depuis presque 2 ans. L'information a été donnée hier dans l'après-midi. Moussa Traoré. Le complexe de Loulo-Goungoto, situé dans l'ouest du pays, est considéré comme l'un des plus grands gisements d'or au monde et détenu à 80% par Barrick Gold et 20% par l'État malien. Ce site stratégique a été au centre d'un long bras de fer ces derniers mois autour de revendications fiscales et de la gestion du site après l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire dans le secteur minier. Les activités avaient été fortement perturbées après la mise sous administration provisoire du complexe, privant Barrick de son contrôle opérationnel. Plus de 3 tonnes d'or avaient été saisies et 4 employés de la société étaient toujours détenus. Dans le cadre des négociations, 85 millions de dollars, soit près de 50 milliards de francs CFA, avaient déjà été versés à l'État malien en octobre 2024. Lundi 24 novembre, un accord met fin à cette situation. Le placement sous administration provisoire prend donc fin et la gestion du site est officiellement restituée à Barrick Gold. Toutes les procédures judiciaires engagées contre la société, ses filiales et ses employés seront abandonnées et des démarches sont en cours pour permettre la libération du personnel encore détenu. La société a également confirmé le retrait de sa plainte en arbitrage déposée au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Ce règlement ouvre la voie à une reprise normale des opérations et à un climat de coopération renforcé entre l'État et Barrick Gold. Dans un contexte marqué par des difficultés économiques et énergétiques, la production d'or sur ce complexe demeure un pilier essentiel pour l'économie nationale, représentant près d'un quart des recettes de l'État. Avec cet accord, une page difficile se tourne. La reprise complète des activités à Loulo-Goungoto est désormais attendue pour renforcer la production aurifère et soutenir l'économie du pays. Hier et aujourd'hui, les dirigeants africains et européens sont réunis en Angola pour le 7e sommet Afrique-Europe, occasion pour les deux continents d'approfondir leurs relations commerciales, discuter migration et minerais stratégiques avec pour thème central promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif. Aminata Keita. Depuis lundi 24 novembre, les dirigeants de l'Union africaine et de l'Union européenne sont en Luanda, en Angola, qui assure actuellement la présidence de l'Union africaine pour le 7e sommet UA-UE. Ce sommet marque le 25e anniversaire du partenariat formel entre les deux organisations. Plusieurs sujets sont à l'ordre des discussions, notamment les questions de sécurité pour accorder à l'Afrique une voix plus forte dans les instances de gouvernance mondiale, telles que le Conseil de sécurité de l'ONU et la Banque mondiale, le renforcement des échanges commerciaux ou encore la sécurisation des minerais stratégiques nécessaires à la transition écologique de l'Europe. Eu trabalho com todo mundo. O mundo não é feito só de país nem de 2 países. Todos quiserem trabalhar com Angola, nós estamos abertos ao mundo. Whenever the world needs that Europe and Africa work together for the good of the planet. In this multipolar world, we need to address by a multilateral level our global challenges. And as is the motto of this summit, we are here to promote peace and prosperity through multilateral. Par contre, c'est la question migratoire qui figure parmi les thèmes clés du sommet. L'un des enjeux est de transformer la migration en opportunité. Ainsi, les chefs d'État et de gouvernement discutent des moyens de juguler l'immigration illégale vers l'Europe. L'Union européenne et l'Union africaine entendent renforcer les mécanismes de retour, de réadmission et de réintégration durable des migrants tout en respectant les droits humains. S'exprimant lors du sommet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a soutenu que les deux régions pourraient former un axe central pour un ordre mondial plus juste. Selon lui, cela pourrait corriger les injustices historiques et donner une véritable voix aux pays longtemps exclus des instances de décision internationales. Dizer que no mundo de hoje considero que o eixo Europa-África tem que ser cada vez mais o eixo central da comunidade internacional. Selon Bruxelles, l'Union européenne est le principal partenaire commercial de l'Afrique. En 2023, les échanges de biens et de services ont atteint 467 milliards d'euros. Les États du Golfe et de la Turquie sont également représentés dans ce sommet. En Guinée-Bissau, les résultats du double scrutin présidentiel et législatif organisé ce dimanche 23 novembre sont toujours en attente. Le dépouillement se poursuit dans l'ensemble du pays. Le point avec Assitoumani Klubali.
Dimanche 23 novembre, près de 860 000 électeurs bissau-guinéens étaient appelés aux urnes pour choisir leur prochain président et les 102 députés de l'Assemblée nationale. Un scrutin crucial pour la stabilité politique du pays. Selon la Commission nationale des élections, le vote s'est déroulé sans incident majeur, dans le calme. Les premiers résultats étaient attendus ce lundi 24 novembre. Cependant, la Commission nationale des élections précise que les résultats provisoires devraient être annoncés jeudi prochain. La participation provisoire annoncée dimanche dépasse les 65%, un chiffre qui pourrait encore augmenter au fur et à mesure en fonction des décomptes. Les bulletins sont toujours en cours de comptage. Pour plusieurs observateurs, le président sortant, Umaro Sissoko Embalo, ferait figure de favori et pourrait l'emporter dès le premier tour. Il deviendrait ainsi le premier chef de l'État bissau-guinéen à accomplir 2 mandats successifs. Dans la capitale Bissau, l'atmosphère reste sereine. Les habitants ont repris leurs activités quotidiennes et attendent l'annonce officielle des résultats. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 approche, mais une polémique persiste autour de l'accès aux droits de diffusion. À moins d'un mois du coup d'envoi, plusieurs chaînes publiques dénoncent la décision de la CAF de ne leur accorder que 32 matchs sur les 52 programmés. Elles demandent donc un accès élargi, nous dit Assitoumani Koulibaly. La CAN 2025 doit débuter le 21 décembre 2025. Mais cette édition est déjà marquée par une tension entre la Confédération africaine de football et les télévisions nationales africaines. Avec la répartition actuelle, seules 32 rencontres sont mises à la disposition des chaînes publiques et une configuration jugée déséquilibrée par ces médias. Nous avons jugé nécessaire entre nous d'écrire à la CAF pour dénoncer une situation, la situation que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire dans le cadre de la compétition, la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, il nous a été notifié que, voilà, on est dans le contrat que nous nous apprêtons à signer avec le principal détenteur des droits, notamment New World TV. Et dans le package, donc, il y a 32 matchs sur les 52. On s'est posé quand même des questions depuis un certain moment et on a jugé nécessaire, dans un premier temps, d'écrire à la CAF pour dénoncer cette situation. Le 22 novembre, les dirigeants de plusieurs chaînes publiques étaient réunis à Lomé pour un échange avec la CAF. Parmi eux, le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Diambélé, venu exprimer collectivement le mécontentement des diffuseurs face à une décision jugée restrictive. Et quand on a rencontré les responsables de la CAF à Lomé, notre porte-parole, qui était le directeur de la RTS du Sénégal, Pape Alé-Niang, a été sollicité en tant que média partenaire principal de New World TV à prendre la parole. Et quand il a pris la parole, il a profité de l'occasion pour justement signifier cette correspondance qui a été adressée à la CAF, qui n'a pas eu de réponse, et il a profité de l'occasion vraiment pour exposer le problème de façon publique. Et je pense que les responsables de la CAF qui étaient là étaient un peu surpris. Et juste après l'événement, ils nous ont conviés à une rencontre d'échange. Et c'est au cours de cette rencontre, effectivement, qu'ils ils ont eu beaucoup d'explications par rapport à la lettre. Et nous aussi, on a eu beaucoup de réponses. Ce qu'on a compris, c'est qu'aujourd'hui, la CAF, dans le cadre des charges liées à la compétition, cherche des partenaires pour avoir vraiment l'enveloppe nécessaire pour faire face à ces charges. Il rappelle que la CAN n'est pas seulement une compétition sportive, mais aussi un moment de célébration pour les populations. Selon lui, la limitation à 32 matchs ne correspond pas aux attentes du public, notamment au Mali. Il précise que les discussions restent ouvertes avec la CAF dans l'espoir d'obtenir une révision de la répartition actuelle afin d'assurer une meilleure couverture. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi, fidèles téléspectateurs. Bonsoir à tous et à demain.